Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Eden Télévision. Au sommaire, dans le cadre de la commémoration du 15e anniversaire du décès de Jonas Pedro, un accord de partenariat a été signé à Lokossa ce lundi 12 août 2019 afin de rénover le musée Jonas Pedro. Évaluation diagnostique des enseignants contre l'appel au boycott. Certains enseignants invitent leurs pairs à se soumettre au test. Et puis en interactualité, les négociations de paix en Afghanistan se poursuivent, même si talibans et américains ne sont pas encore arrivés à un accord. Eh bien, ce sera tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Les juges du tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa ont démarré ce lundi 12 août 2019 les audiences foraines au profit des coopérateurs des CAR et URCAR de Rouen à Gamin. L'objectif principal est de restaurer la paix au sein des coopérateurs agricoles. Voici le point du démarrage de cette séance avec Jonas Bouchi. Le démarrage de ces audiences foraines à Agamé marque le dernier tournant du processus enclenché par le président Patrice Talon pour restaurer définitivement la paix dans les CAR et URCAR de Rouen-Agamé. Au nom des maires des communes partageant ces périmètres agricoles, le maire de Lokossa se dit tout heureux. C'est heureux que le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, ait choisi de redynamiser ce secteur. Parce que nul n'ignore que c'est un secteur qui procure de la richesse. Pour le président du tribunal de Lokossa, ces audiences foraines permettront d'actualiser les listes des coopérateurs par l'élimination des principales sources de conflits dans les CAR et URCAR de Rouen-Agamé. Nous aurons réglé 3 situations. Première situation, c'est de pouvoir autoriser l'inscription des décès de ceux des coopérateurs qui sont déjà décédés et dont les familles n'ont pu prendre des actes de décès. Deuxième situation que nous allons régler, c'est de pouvoir autoriser la naissance de ceux qui sont appelés à représenter la famille ou les descendants de ces coopérateurs-là. Et troisième situation que nous allons régler, c'est de pouvoir homologuer les procès verbaux de conseil de famille que vous avez déjà versés dans nos dossiers. Le secrétaire général du département du Mono a exhorté les populations concernées au respect des prescriptions des juges tout au long du processus. Je remercie donc tous les acteurs qui ont œuvré pour l'aboutissement heureux de ce processus. Je voudrais demander aux populations de faire preuve d'assiduité, de ponctualité et surtout de la discipline et de suivre à la lettre les instructions qui seront données par les juges qui seront chargés d'assurer la phase pratique de ces audiences foraines. Autant que les juges du tribunal de Lokossa, les maires de Lokossa, Dogbo, Bopa et Khoyogbe se sont mobilisés à aider les populations à disposer des divers actes civiques et juridiques. Recrudescence du paludisme en cette saison. De nombreux malades détectés positifs au mal sont enregistrés dans les centres de santé. Une situation qui interpelle les parents qui doivent davantage prendre des précautions en vue de prévenir cette maladie qui reste l'une des premières causes de mortalité en Afrique et particulièrement chez les enfants. Comment protéger les enfants contre le paludisme? Le docteur Nadiatoulaye Mama nous en parle au micro de Fontenelle Ressou et de Denis Maroya. Le paludisme est une maladie infectieuse, parasitaire due au plasmodium. Il s'agit d'une pathologie dont les cas sont assez enregistrés en cette période. Le vecteur de cette maladie est l'anophèle. Il est très important de faire comprendre certaines choses aux parents, comme habiller les enfants beaucoup plus le soir avec des vêtements un peu plus couverts, un peu plus amples, de fermer les portes, d'y installer des grilles moustiquaires au niveau des fenêtres, et des portes si possible. Également d'éviter des gîtes larvaires, éviter de l'eau stagnante dans la zone au niveau des casseroles, au niveau des jouets que les enfants utilisent dans la journée. Remettre tout à sec avant que le soir ne tombe. Également, j'aimerais attirer votre attention sur certains signes d'alerte, comme des crises convulsives de tout type, comme une anémie qui pourrait survenir au niveau des muqueuses palpébrales, au niveau de la paume des mains ou de la paume des pieds. Mais ce qui est également très important à mentionner, c'est vrai qu'en cette période, nous avons beaucoup de cas de paludisme, mais toute fièvre n'est pas égale à un paludisme. Je vous invite donc
Amenez votre enfant à l'hôpital dès que vous remarquez une fièvre ou si votre enfant parle et il arrive à se plaindre de céphalée, de courbatures. Alors, chers parents, ouvrez l'œil. Dans le cadre de la commémoration du 15e anniversaire du décès de Jonas Pedro, un accord de partenariat a été signé à Lokossa ce lundi 12 août 2019. La signature de protocole d'accord s'est déroulée entre l'administratrice de biens de l'artiste et l'association Art d'Afrique en vue de la rénovation du musée Jonas Pedro qui se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. On retrouve Jonas Bouchi pour le point. Ça fait déjà 15 ans que nous a quitté le maestro Jonas Pedro, cet artiste béninois qui a révélé au monde entier toute la richesse du patrimoine musical du Bénin à travers l'orchestre international Africando. 15 ans donc après le décès de l'artiste, la ruine de sa maison, pourtant baptisée Musée Jonas Pedro, ensevelit davantage la mémoire de cette star dont le corps repose pourtant en ce même lieu. Un déshonneur de la culture béninoise que Madame Inès Sekholou, présidente de l'association Art d'Afrique, s'emploie à laver. L'association Art d'Afrique, à travers son programme phare Initiative Africa Music, s'engage ce jour mémorable avec la famille Jonas à mobiliser les ressources nécessaires pour immortaliser le maestro à travers une collaboration qui prend en compte la rénovation de la maison musée. Au terme des discussions entre les enfants de Jonas Pedro et l'association Art d'Afrique, c'est ce jour anniversaire de décès de l'artiste que l'administratrice des biens de Jonas Pedro a dévoilé au public l'aval des enfants du défunt pour l'accord du partenariat. Le choix est porté pour un oui. En ce qui concerne la collaboration avec l'association Art d'Afrique, une collaboration qui concerne l'immortalisation du maestro. Après la signature du protocole d'accord, le secrétaire général du département du Mono et le directeur départemental de la culture et du tourisme du Mono ont exprimé toute leur satisfaction par rapport à ce projet qui va immortaliser de la plus belle manière la mémoire de Jonas Pedro. Je me réjouis que Art d'Afrique a réussi à avoir le consentement de la famille pour que cette maison soit rénovée et qu'à la suite, qu'il y ait d'autres activités, aussi bien touristiques que culturelles, pour célébrer la mémoire de Jonas Pedro. Et j'espère qu'à travers la mise en œuvre effective de ce projet, ce musée va retrouver encore ses lettres de noblesse. L'artiste ne meurt pas, dit-on, mais le souhait est que la signature de ce protocole d'accord puisse faire revivre à jamais la mémoire de Jonas Pedro. La nuit du dimanche 11 au lundi 12 août restera longtemps gravée dans les mémoires tant au Bénin qu'en Côte d'Ivoire et pour cause. Yves Sedro, artiste musicien béninois, s'est éteint ce dimanche-là pendant que de l'autre côté d'Abidjan, Arafat DJ faisait un accident auquel il succombera quelques heures plus tard. Dans ce commentaire que nous vous invitons à suivre, Carnot François Ngoulerento retrace le parcours des deux artistes passés de vie à trépas. Les dernières heures ont été funèbres pour le monde culturel africain. De grosses pertes pour la musique béninoise et ivoirienne. L'artiste béninois Yves Sedro est décédé dans la nuit du dimanche 11 août 2019 au petit matin de ce lundi 12 août 2019. Dans la même nuit, Rouen Ange Didier, alias Arafat Didier, est victime d'un accident de la circulation qui l'emporte pour le voyage éternel. Le premier, Yves Sedro, est originaire de Porto Novo et très connu du public branché béninois. Aîné d'une famille de 4 enfants, membre de plusieurs groupes, il a débuté sa carrière solo en 2005 et lance en 2006 son premier album Overdose qui a connu du succès. Il est également mis à son actif des collaborations sur plusieurs singles avec des artistes tels que Calibre Volcanique, Douché, Eric Leblanc, Vano Baby et Dragomir.
assim talão, até assim ministro, até assim prefeito. Já pode ter no mim. Eu não ia no da fogo, sim, a fã não roga, que. O com a loteria, no mundo, assim, te não da fogo. Quant au roi du coupé-décalé, le chanteur, compositeur, producteur, arrangeur est né le 26 janvier 1986 dans le quartier populaire de Yopougon, dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Parfois appelé Yorobo, comme dans Zabra, Saoutaro le dictateur est aussi surnommé le Dachikan. Il s'est fait connaître en 2003 grâce à son titre Hommage à Jonathan. Allez tout le monde lève la main, tout le monde galopez, Didier Arafat, en duo avec Ordé Bordeaux Les Koufars, sort un nouvel opus accompagné d'une nouvelle danse appelée le Congo. Il s'agit du spécial Stéphane Sessignon en 2009. Des concepts et des singles portant ses marques deviennent des succès sur le continent africain et dans le monde. Il est passé du coupé-décalé plus classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé-décalé plus sophistiqué. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont sa désignation comme étant meilleur artiste de l'année aux Awards du coupé-décalé en 2016 et en 2017. Décédé des suites d'un accident de circulation à moto, il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs de sa génération et un ambassadeur du coupé-décalé ayant eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Tragique ironie du sort, son dernier single qui bat des records sur YouTube avec 4 millions de vues depuis sa sortie en mai dernier s'intitule Moto Moto. Eh bien, quelques citoyens rencontrés ont bien voulu se prononcer sur la disparition des deux artistes. Psychologiquement, je suis encore sous le choc. Parce que quand on faisait ce commentaire, c'est comme d'habitude, on écrit sur la toile, on discute. Et je crois qu'on parlait en fait d'une sortie. Et vu que je ne voyais pas sa réaction, je me suis dit, bon, finalement, le grand frère est revenu, il a fait 2 ou 3 sons qui ont marché, et puis là, il est reparti dans son coin. Je ne savais pas que c'était parti pour être frais. Et c'est là où moi, je l'ai appelé le disparu. Et il me répondait, il me disait, Twin, c'est bon de disparaître, non? Il a dit, oui, parfois c'est bon de prendre recul, de disparaître. Mais je ne savais pas que c'était pour partir définitivement, pour disparaître de nos yeux en fait. Arafat, son départ est une grosse perte pour la musique africaine, pour la musique mondiale. Et ce que je retiens de ce personnage, c'est personnellement sa musique me dépasse parfois. Personnellement, je suis pas trop friand en fait de sa musique. Il y a 2 ou 3 sons que j'aime beaucoup fredonner, mais à part ça, je n'arrive pas à danser parce que c'est un gars, il est sportif, il est athlétique dans tout ce qu'il fait en fait, il est fort. Mais ce que j'apprécie vraiment chez lui, c'est que c'est un bon coach en matière de communication digitale. Il est fort en matière de buzz, de création de buzz. Il crée toujours la polémique, que ce soit en bien ou en mal. Il arrive toujours à garder l'attention sur lui. Il s'est créé sa Chine populaire à lui. Il s'est créé son audience à lui. Il s'est créé sa manière d'être à lui. Il est capable d'insulter aujourd'hui et de faire la paix demain. C'est un phénomène en matière de communication. Et je me dis que c'est une grosse perte en fait pour le milieu du showbiz africain. Ce qui m'a le plus touché, c'est que il avait voulu qu'on fasse un truc ensemble. On a posé les voix, mais il restait quelques petites touches avant qu'on termine. Et malheureusement, je crois qu'Yves était malade. Même sa maladie l'a un peu caché, ce qui est normal. Il n'était plus très actif parce que moi, je me rappelle que ces dernières semaines, ces derniers mois plutôt, je lui demandais qu'il faut qu'on se voie, Il me dit oui, qu'il est un peu souffrant, qu'il est à Abidjan, qu'il est par-ci, par-là. Moi, je pensais que c'était pour des raisons professionnelles, mais apparemment, c'était pour se soigner. Mais Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui, Yves n'est plus parmi nous. C'était un choc.
c'est une grosse disparition une grosse perte pour la musique béninoise, pour la musique urbaine béninoise et vraiment toutes nos condoléances à la famille éplorée. Son sourire, son calme. Son sourire, son calme en toutes circonstances. Vous savez, les grandes personnes ont l'habitude généralement de vous rudoyer à chaque fois quand vous faites des bêtises, mais lui n'est pas comme ça. Les enseignants du primaire et du secondaire sont invités le 24 août prochain pour une évaluation diagnostique, alors que certains appellent au boycott. D'autres convient les enseignants à la raison au nombre de Semas Eloge Lezima. Il est secrétaire à la formation professionnelle et au suivi des carrières du secrétariat exécutif national de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB. Nous l'avons interviewé pour vous. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on pourrait évaluer les enseignants. En revanche, ce qui fait débat, c'est la méthode et ce qu'on peut en faire des résultats. Et par rapport à ce qu'on peut en faire des résultats, moi j'ai dit, prenons le chef de l'État au mot. Parce que le chef de l'État a dit qu'à l'issue de l'évaluation, personne ne serait radié. Quand il s'agit de la méthode, certains pensent qu'il faut évaluer les enseignants en situation de classe. Mais on pourrait lui donner l'occasion, compte tenu des ressources, parce que c'est l'État qui dispose des moyens, pourrait dire comment je vais évaluer 18 000 enseignants en situation de classe. Ce que je pourrais aller observer en classe, on pourrait leur demander de l'écrire sur papier. C'est possible, non? Si ça c'est possible, ça veut dire qu'on pourrait accepter l'évaluation. C'est-à-dire tout ce qui est de la pratique enseignante, tout ce qui est du rapport au savoir de l'enseignant, on pourrait lui demander de l'écrire sur papier. Un exemple, les étapes de déroulement d'une situation d'apprentissage par exemple. L'évaluateur pourrait aller en classe et l'observer, mais on pourrait demander aussi à un enseignant de le transcrire. La seule chose qui pourrait se passer là, vous savez bien que je peux savoir bien décrire le window, on va me donner un ordinateur, je ne peux pas. Mais tout au moins, on serait convaincu qu'il connaît au moins quelque chose de ce qu'il pourrait faire et le reste on pourrait le suivre avec les conseillers pédagogiques et autres. À l'évaluation passée, il y avait par exemple qu'on demandait d'évaluer les enseignants au niveau de la culture générale. Mais cette fois-ci, ça a été retiré. On a demandé d'évaluer les enseignants sur ce qu'ils enseignent. Ça, au moins, on peut être conscient qu'il faut aller à cette évaluation au lieu de boycotter. Parce que si nous boycottons, nous courons plus de risques qu'en allant à cette composition. C'est pourquoi moi j'invite mes camarades à aller à cette évaluation et on va gérer la suite avec eux. En interactualité, l'océan Viking a secouru ce lundi 105 migrants supplémentaires, vivant en majorité des Soudanais dans les eaux internationales au large de la Libye. Le navire humanitaire affrété par MSF et SOS Méditerranée compte désormais 356 personnes à la recherche d'un port sûr pour débarquer. Le canot bleu en caoutchouc a été repéré dans la journée à environ 40 000 nautiques des côtes libyennes grâce à la veille permanente mise en place sur le pont supérieur du navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. À bord se trouvaient 150 hommes et adolescents, en majorité des Soudanais comme lors des 2 précédentes opérations de secours, parmi lesquels 29 mineurs dont 2 enfants d'environ 5 et 12 ans. L'opération de lundi a été plus compliquée que les 2 précédentes. Quand les Zodiacs, des marins sauveteurs sont arrivés à sa hauteur, le canot avait commencé à se dégonfler et plus d'une demi-douzaine de personnes sont tombées à l'eau, mais tous sont sains et saufs. L'océan Viking est équipé pour accueillir entre 200 et 250 personnes dans de bonnes conditions, dans des conteneurs aménagés sur le pont, mais il a encore la capacité de recueillir de nouveaux migrants si la situation l'impose, affirment les 2 ONG. Le grand bateau rouge restait donc au large de la Libye, d'autant qu'un autre canot, parti en même temps que celui secouru lundi, avait été signalé. Les autorités maltaises, contactées par l'océan Viking avant le sauvetage de lundi, ont refusé d'accueillir les migrants présents à bord, estimant qu'elles n'étaient tenues de le faire que dans le cadre d'opérations conduites dans sa zone de secours. Tous les migrants de l'océan Viking qui bat pavillon norvégien ont été secourus dans la vaste zone dépendant de la Libye, mais selon le coordinateur des opérations à bord, Nicolas Romaniuk, les tentatives pour contacter les gardes-côtes libyens sont restées vaines depuis 5 jours. À Rome, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a répété l'interdiction absolue pour ces 2 navires étrangers de pénétrer dans les eaux italiennes. Ouvrez les ports de France, d'Espagne ou de Norvège. Il est arrivé
par le passé que Tripoli propose un port de débarquement libyen, ce à quoi les ONG se refusent en raison des abus et violences que les migrants risquent d'y retrouver. Une partie des migrants de l'Open Arms ont été secourus dans la zone de Malte et la marine maltaise a proposé de les conduire à la Valette, mais l'ONG a refusé, expliquant redouter des actes désespérés de la part de ceux obligés de rester à bord au moment du transfert. Le fondateur de l'ONG espagnole, Oscar Camp, a cependant dénoncé le refus de Malte comme de l'Italie de laisser l'Open Arms s'abriter près de ses côtes alors que des creux de 2,2 mètres sont prévus pour mercredi après-midi. Les négociations de paix en Afghanistan se poursuivent, même si talibans et Américains ne sont pas encore parvenus à un accord. Un tel compromis pourrait mettre fin à 18 années d'intervention militaire américaine dans le pays en échange de garanties de sécurité de la part des talibans. Un homme a poignardé une femme et essayé de poignarder plusieurs autres personnes dans le centre de Sydney ce mardi avant d'être neutralisé par des passants et arrêté par la police. Suivez. La police australienne a arrêté ce mardi un homme qui a poignardé une femme en pleine rue du centre de Sydney et poursuivi plusieurs autres personnes au cri d'Allah Akbar, ont déclaré à l'AFP des témoins de la scène. La police a confirmé l'arrestation de l'assaillant et indiqué que la victime était dans un état stable. Il n'y a pas a priori d'autres victimes à déplorer, a ajouté la police malgré plusieurs tentatives par le même criminel d'empoignarder d'autres. Des images diffusées par des médias australiens montrent l'homme qui saute sur le toit d'une voiture en hurlant « Allah Akbar » en brandissant un couteau tout en criant « Abattez-moi ». La police a également indiqué avoir recueilli plusieurs témoignages rapportant l'utilisation de cette expression, mais n'avait pas encore déterminé ses motivations avant de qualifier l'agression. À ce stade, il semble que cela ne faisait pas suite à une provocation, mais nous restons l'esprit ouvert tandis que nous avançons dans l'enquête, a commenté Gavin Wood, un porte-parole de la police. Témoin de la scène survenue peu après l'heure du déjeuner, Megan Haley a précisé à l'AFP que l'agresseur d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, muni d'un énorme couteau de cuisine, avait poursuivi d'autres personnes dans le quartier d'affaires de Sydney après avoir poignardé une femme. 5 ou 6 personnes se sont lancées à sa poursuite pour tenter de l'arrêter, a-t-elle ajouté, et ils ont réussi à l'attraper et à le maîtriser. La police a salué le courage des personnes qui l'avaient maîtrisé, soulignant que ces gens étaient des héros. Eh bien, au moins 184 personnes sont mortes en Inde dans des inondations bien sûr provoquées par la mousson et environ 1 million de personnes ont été évacuées selon un nouveau bilan lundi des autorités. Les précisions avec Roland Kodjo-Tolinkes. L'État du Kerala, région touristique du sud de l'Inde, est pour la 2e année consécutive la zone du pays la plus durement touchée par les intempéries, ce qui a conduit la semaine dernière à fermer durant 3 jours l'aéroport international de Kochi. Au moins 116 personnes sont mortes, 58 sont portées disparues et 32 autres ont été blessées, a déclaré à l'AFP Pramod Kumar, un porte-parole de la police du Kerala. Environ 288 000 personnes dans les régions les plus touchées par les inondations dans cet état ont été évacuées vers des camps de secours. Dans l'état voisin du Karnataka, où les inondations ont été plus importantes que ces dernières années, le bilan provisoire s'élève à 42 morts. Nous avons évacué plus de 580 personnes, a déclaré à l'AFP un responsable du gouvernement du Karnataka. De nombreuses autoroutes et routes de ces régions ont été endommagées ou coupées par les inondations. Des équipes de secours, d'urgence des soldats de la marine et de l'armée de l'air ont contribué aux opérations de secours. Au moins 66 personnes ont perdu la vie dans les États de l'Ouest et des dizaines de milliers d'autres ont été déplacés vers des camps de secours selon les médias indiens. Chaque année, les pluies de mousson sont attendues pour refaire le plein des réserves en eau, mais elles coûtent aussi la vie à des centaines de personnes. L'an dernier, dans le Kerala, 450 personnes avaient trouvé la mort dans les pires inondations depuis près d'un siècle. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.